مشاهدينا الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. مرحبا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج لو غران ديبا، هو البرنامج الذي من خلاله نتحدث ونحاور ونناقش في مواضيع عديدة رفقة ضيوفي ورفقة أيضا محللي قناة أمل TV. أسعد اليوم باستضافة Christian Persson. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci à vous aussi. أيضا معنا محللي قناة أمل TV الذين أسعد باستضافتهم وتواجدهم معنا. طبعا المواضيع عديدة والمواضيع سنسلط الضوء عليها، بداية بالانتخابات الأوروبية لسنة 2019، كما سيكون لدينا أيضا حديث حول ملفة الفاسدين وإحالة 12 ملفا إلى النائب العام لدى المحكمة العليا. في هذا العدد أيضا حديث حول الهيئة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، وأخيرا سنتحدث عن غلق الكنيسة في تيزي وزو وبالضبط في ماكودا بحكم غياب التسريح. طبعا المواضيع هذه سنناقشها رفقة محللين. البداية طبعا حول الحدث حول الانتخابات الأوروبية لسنة 2019، انتخابات عرفتها البارحة. نبدأ في هذا الموضوع، وطبعا السؤال يكون مفتوحا لكل محللين ولضيفي الكريم أيضا. Tout d'abord, on commence par les élections européennes de 2019. Hier dimanche ont eu lieu les élections du Parlement européen. Quelles sont les conclusions que vous tirez de ce scrutin? Voilà, la question est ouverte. La question aussi... on commence par notre invité, bien sûr, Monsieur Christian Persson. Quelle est voilà, la question que j'ai posée là? C'est à vous. Eh bien, je pense que c'est un résultat qui est surprenant à certains égards, mais en même temps relativement prévisible. Donc ce qui est surprenant, c'est le taux de participation. Je crois qu'on est à 51,13 exactement. Voilà, 51,13, ce qui est beaucoup. C'est le 4e meilleur résultat en termes de participation depuis 1979. 1979, voilà. Et le deuxième, selon une source, de 1994. Voilà. Donc vous voyez, si on se réjouit, voilà, je vais jouer un peu les oiseaux de mauvais augure, mais enfin, si on se réjouit d'un taux de participation de 52% pour un scrutin de cette importance, c'est qu'on se contente de très peu. C'est que la démocratie européenne est un petit peu, comment dire, un peu tiède, on va dire. Donc ça, c'est le premier renseignement. Donc, c'est plutôt pas mal par rapport au dernier scrutin, mais sans doute peut mieux faire. Hein. Je pense qu'on a atteint déjà dans l'histoire les 60%. Je pense que si on se donnait les moyens techniques de le faire, on pourrait avoir un scrutin sur l'ensemble de l'Union européenne au-delà de 70%, grâce au vote électronique notamment. Ensuite, à un niveau purement national, purement français, qui intéresse évidemment les Français et également les Algériens qui nous regardent, c'est d'analyser ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est pas très compliqué en fait. Le président Emmanuel Macron a tout fait pour étouffer les listes qu'il considère comme des petites listes ou des listes qui ne sont pas dans son axe de stratégie. Donc son but à lui, c'est d'apparaître comme progressiste face à une extrême droite nationaliste, identitaire, fermée, xénophobe, tout ce que vous voulez. Et les listes, dont celle que j'ai représentée, l'UDLEF, ont été écartées de beaucoup de débats et n'ont pas eu l'éclairage qui leur aurait permis de réussir cette élection. Voilà, donc on aboutit à un résultat ici en France pour 79 postes à pourvoir de députés, à République En Marche numéro 2, à un point du Rassemblement National, et puis la droite classique traditionnelle, ainsi que l'UDI, les Républicains, ont été un peu étouffés. Pareil à gauche, le PS, qui était un parti de gouvernement, est réduit à 3 fois rien. Donc tout est en place pour que le président Emmanuel Macron gagne à nouveau les élections en 2022. Et c'est, à mon avis, pour cela qu'on peut considérer qu'il a atteint son objectif.
Voilà, je tout à crois. fait. Exactement, et on reste toujours sur le même sujet, Hicham. Voilà, sur la même question aussi que j'ai posée à M. Persson, quelles sont les conclusions que vous tirez de ce scrutin? Bon, les conclusions que je tire, c'est comme vient de le dire Christian, c'est encore tiède, hein, c'est encore timide au niveau européen. Toutefois, le taux de participation à l'échelle européenne reste en progression. Mais il y a une certaine prédominance de la droite, l'extrême droite européenne. droite. Comme on l'a vu en Italie, en France, en Autriche et en Grande-Bretagne, c'est le Brexit qui, lui, a eu pratiquement la main haute sur ces élections. Ce face-à-face entre La République En Marche et le Rassemblement National, et qui a tourné en faveur du Rassemblement National, qui a recueilli 23,26% du scrutin, alors que La République En Marche a recueilli 22,6%. Ce face-à-face et ce résultat nous donne une reproduction de la présidentielle dernière, de 2017. On a eu pratiquement le même score. Et si La République En Marche a fini par l'emporter au deuxième tour, c'est parce que ça s'inscrit dans cette stratégie voulue par les partis traditionnels de gauche et de droite en France, qui font monter en épingle le Rassemblement National, l'ex-Front National de Marine Le Pen, pour en faire un épouvantail et par la suite créer une coalition contre le Rassemblement National et garder les rênes du pouvoir. Donc, cette reproduction nous amène aussi à voir que même en Europe, hein, en Italie, c'est l'extrême droite qui est en train de se placer. Dans beaucoup de pays européens, l'extrême droite est en train de se placer. Ça, c'est un petit peu le danger qui guette l'Europe, une Europe qui se veut ouverte pour tout le monde. Abdou Soumar, votre point de vue sur ça? Bon, mon point de vue, je ne suis pas très d'accord avec M. Christian. Je ne pense pas que Macron a été un élément favorable à l'extrême droite. Je crois que l'extrême droite en France était en forme depuis bien avant Macron. Je crois que Macron, par contre, a provoqué la faillite des partis politiques classiques français. Quand je vois les résultats des socialistes, du PS, c'est quand même ahurissant. Moi, hier, j'ai veillé toute la nuit. 6%. C'est pas n'importe quoi, le Parti Socialiste. Le PS, c'est une des plus grandes familles politiques de l'Europe et du monde. C'est une école politique. De François Mitterrand jusqu'à bien avant. C'est la fin de la gauche, après la fin du Parti communiste. Exactement. Les socialistes, pour moi, a été vraiment d'abord un premier constat. Deuxième constat, même la droite. Même la droite avec les Républicains. C'est un résultat des plus médiocres. Macron, aujourd'hui la France, elle est dans une situation inédite. Il n'y a plus de partis politiques qui pèsent. Les Français ne croient plus aux activités partisanes. Ils ne croient plus aux appareils partisans. On assiste à un face-à-face entre un mouvement contre un autre mouvement, qui est le Rassemblement National, qui est l'extrême droite. Moi, je pensais que... hier, j'ai pensé beaucoup à François Hollande, qui nous a dit il y a quelques jours, si vous vous rappelez, dans un grand média en France, qu'il prévoit l'arrivée d'un président français originaire des rangs de l'extrême droite dans pas très longtemps. Et je crois que ce scénario, il est très plausible. Pourquoi? Parce que l'extrême droite a cessé d'être réellement de l'extrême droite. Aux yeux de beaucoup de Français, on ne vote plus l'extrême droite parce qu'on est raciste. On ne croit plus, on ne colle plus l'image, mis à part la famille Le Pen. Quand vous prenez le jeune, j'ai oublié son nom, qui est un jeune, hein, qui était tête de liste du Rassemblement National. À 23 ans. Voilà, 23 ans, et vraiment, il respire la jeunesse, il respire le renouveau, il n'a pas de la langue de bois. Il incarne exactement ce que nous ne trouvons pas ailleurs dans les autres partis français. Ça, l'extrême droite a cessé d'être l'extrême droite. Les gens qui ont voté hier aux européennes... Elle a changé de discours, pas elle a cessé. Aux yeux des Français, ce n'est plus c'est pas le négationnisme, c'est pas le racisme, etc. Même le débat d'immigration s'est démocratisé, s'est vulgarisé. Et je pense qu'aujourd'hui, les politiques français ont un énorme défi. S'ils ne veulent pas se retrouver dans la situation de l'Italie avec la Ligue du Nord, etc., il faut absolument que les formations françaises
redresse la barre rapidement et essaie de reconquérir le cœur des Français. طيب محمد المغراوي، السؤال الآخر يعني اللي نقدر نوجهه لك، وما دام أنك كنت في بريطانيا وتعرف الشؤون السياسية هناك فيما تتمثل الأحزاب، نلاحظ أنه في هذه الانتخابات أن هناك صعود لنوفو بارتي راديكالمون أنتي أوروبيان الذي يطالب بخروج بريطانيا أو إنجلترا من الاتحاد الأوروبي، ونلاحظ بأنه هو الذي فاز في هذه الانتخابات. ما هي قراءتك لهذه الوضعية؟ أولا فنجاح حزب البريكزيت بقيادة نايجل فراج يعتبر استفتاء ثاني سابق لأوانه، لأنه الآن حزب العمال ينادي بضرورة عقد أو إجراء استفتاء ثاني على البريكزيت، لأنه يعتقد أن الرأي في بريطانيا قد تغير، في المملكة المتحدة يتغير نحو رفض البريكزيت، خاصة بعد المفاوضات العسيرة داخل البرلمان ومع الأوروبيين. مفاوضات عسيرة بين الكتلتين اللي يشكلوا الأغلبية المحافظين والعمال، وكان فشل 3 مرات ويتقدم، وهذا ما تسبب لها في الاستقالة. 3 مرات تقدم ورقة الخروج، يعني طريق الخروج منها، لكن ترفض من طرف حزب العمال ولن تشكل إجماع، وبالتالي فهذا يعتبر فشل كبير للسياسيين والحزبين الكبيرين في بريطانيا. كان فيه نجاح ربما في الاستفتاء، وكان فيه أغلبية اللي صوتت من أجل الخروج من الاتحاد الأوروبي، لكن فشل الحزبان في قيادة كيفية الخروج. هذه النقطة الأولى. النقطة الأولى تعتبر استفتاء على الخروج، تأكيد الخروج من الاتحاد الأوروبي من طرف الجمهور البريطاني. ثانيا من طرف الشعب البريطاني هناك انتقام لفشل الحزبين. لو تشوف النتائج تلقى مثلا حزب المحافظين حقق 4%، كارثة بالنسبة لحزب المحافظين، واللي هو اللي راه دار يعني اللي هو اللي اقترح الخروج، هو اللي في وقته حدث مشروع الخروج من الاتحاد الأوروبي. في نفس الوقت المقاعد اللي خسروها المحافظين كلها مشات لحزب الليبرالي الديمقراطي، اللي هو يعتبر خزان أمان أو مرجع أمان للسياسيين البريطانيين، لأنه فيه البعض يرون أنه هو المستقبل لخوض السياسة البريطانية عوض المحافظين لكن هذا الون تيرم، يعني صار يعني في مش يعني مش في الأمد القصير يعني. نعم. وبالتالي حتى حزب العمال يعتبر خسر في هذه، رغم أنه كان في أفضل حال من حزب المحافظين، لكنه خسر كذلك عشرات المقاعد اللي ذهبت إلى الليبدام هو الليبرالي الديمقراطي، ورغم أن بعض المقاعد تاع المحافظين ذهبت إلى البريكزيت. نعم. وبالتالي كان هنا ما يشكل يعني فيه انقسام كبير داخل حزب المحافظين، وهو اللي أدى باستقالة تيريزا ماي، وفي نفس الوقت انشقاق أو عدم إجماع، عدم توافق على البريكزيت لحد الآن بين العمال وبين على الأقل على الطريقة التي يتم بها الخروج منها، إضافة إلى المشاكل التقنية الإجرائية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق خاصة إيرلندا الشمالية. نعم. اللي هي على حدود إيرلندا الجنوبية اللي راها مازالت في الاتحاد الأوروبي وماهيش معنية بالخروج. نعم. يعني فيه كثير من المعطيات، لكنها كلها تصب في فشل المحافظين وخصمه في نعم. نواصل فقط الحديث حول الرئاسيات بصفة عامة في أوروبا. Titre d'information, pardon, le Christian Persson, c'est tête de liste du LUDELF, le parti du LUDELF. Monsieur, je reviens vers vous en posant la question sur les Maghrébins qui vivent en France. Est-ce qu'ils ont un rôle prépondérant sur ça? Est-ce que par exemple ils jouent un rôle sur les élections? Je peux vous répondre oui, et particulièrement dans notre parti, puisqu'il a été créé par un franco-marocain. Ils m'ont fait l'honneur de me choisir pour être tête de liste, mais 90% de notre liste comporte des candidats, sont des candidats originaires du Maghreb par leurs parents, donc par naturalisation.
Donc je pense que pour moi, enfin je vous dis ma position en tant que candidat et peut-être un jour à d'autres élections d'un autre niveau, je pense que les pays tels que l'Algérie, le Maroc, la Tunisie auraient vocation sinon à entrer dans l'Union européenne, du moins à être dans une relation renforcée. En tout cas, on est dans la même famille de civilisation, si on prend un peu de recul. Si on se place du côté de la Chine ou des États-Unis, nous sommes plus proches des Algériens que nous le sommes des Chinois ou des Américains. Voilà. Si vous voulez mon point de vue. Donc le parti UDLEF tient compte de ce contexte international et ouvre grand ses bras et permet à des candidats français issus de la diversité d'être demain maire de Marseille ou autre, ou de Lille, parce que nous leur aurons donné l'investiture. Donc je vous réponds vraiment favorablement. Toujours on reste sur le point et sur ce point, sur la communauté maghrébine. Hicham, je reviens vers vous. Quelle est la place et le rôle des Européens d'origine maghrébine dans ces élections? D'abord, ces Français d'origine maghrébine représentent quelques 10 millions de personnes en France, hein, entre Tunisiens, Algériens, Marocains. Normalement, ils doivent avoir un rôle à jouer. Et ils doivent d'abord se considérer comme citoyens français à part entière, et non pas des citoyens par papier. Il ne faudrait pas se mettre dans la tête, moi j'ai pris la nationalité française juste pour avoir un passeport, pour pouvoir voyager sans visa. Parce que si c'est comme ça, ça veut dire qu'on trempe son pays d'origine et on trempe le pays d'adoption. Et ça, c'est malhonnête. Par contre, quand on est citoyen d'un pays où il y a une vie politique démocratique, où on est venu, surtout pour ceux qui sont naturalisés, ils sont venus parce qu'il y a de meilleures conditions de vie, il y a plus de chances de réussir en France que dans les pays d'origine, ben, il faudrait s'assumer et entrer de plein pied dans la vie politique française, ça pour ce qui concerne la France. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui obtiennent la citoyenneté française, mais ils ont un complexe de cette même citoyenneté française. C'est-à-dire qu'ils ne veulent même pas s'affirmer comme Français à part entière. Et là, ils sont les premiers lésés. Parce que si on prend un parti comme l'UDELF, qui vient ouvrir ses listes aux Maghrébins, qui peuvent être tête de liste dans différentes compétitions électorales. On peut voir, comme vient de le dire Christian, à Marseille, un maire d'origine maghrébine, pourquoi pas? À Roubaix, un maire où vous avez 60% de la population qui est d'origine maghrébine. Un maire d'origine maghrébine. Donc, il y a cette possibilité. Mais lorsque on refuse de participer dans la vie politique du pays et on s'ingère dans la vie politique du pays d'origine et on continue à s'intéresser à la vie politique du pays d'origine tout en vivant en France, là, je crois qu'il y a un problème quelque part pour ces gens. Moi, je salue par contre la communauté marocaine de Belgique qui, elle, participe franchement dans la vie politique belge, puisqu'on trouve pas mal de ministres d'origine marocaine dans les différents gouvernements belges, que ce soit chez les Flamands, chez les Wallons, chez les Belges d'origine allemande, allemands plutôt. Donc on les trouve partout, on les trouve aussi dans le gouvernement fédéral, on les trouve dans les mairies, hein, donc le quartier de Schalberg, vous avez un adjoint maire marocain, et qui, pendant les vacances, en l'absence du maire, c'est lui qui est maire de la ville et qui marie des Belges, qui procède au mariage des Belges, qu'il est musulman, il est d'origine marocaine. C'est bien beau de voir les gens s'impliquer dans la vie politique de du pays d'adoption ou du pays, même s'ils sont nés, parce qu'il y a des gens qui sont nés en France, qui sont français par le droit du sol, mais ils continuent à s'attacher au pays d'origine sans s'impliquer dans la vie du pays dont ils portent la nationalité. Donc, il y a d'un côté des partis politiques français qui ont fait de cette communauté d'origine maghrébine leur fonds de commerce, déjà en les mettant dans les banlieues avec une
une qualité d'enseignement vraiment médiocre, hein, ce qu'on appelle les ZEP, les zones d'éducation prioritaire, et il les ont parqués dans ces banlieues pour qu'ils soient visibles dans ces banlieues, parce qu'ils auront besoin par la suite d'eux dans des élections. Le peu qui votent vont voter soit pour les partis socialistes, soit pour la droite. Pour la droite. Eh bien, aujourd'hui qu'ils ont la possibilité de se constituer en parti, d'avoir la possibilité d'être sur des listes électorales, et bien qu'ils jouent le jeu. Très bien. En focalisant toujours sur la communauté maghrébine, Abdou Semar, je reviens vers vous. Quel est le rôle de cette communauté dans ces élections? Je pense que dans la communauté maghrébine, elle est divisée en plusieurs parties. Il faut être sincère. Hicham a bien expliqué. Il est vrai que les franco-marocains sont beaucoup plus impliqués, à mon avis. Ils arrivent à avoir un poids politique plus important que les franco-algériens. La preuve, depuis l'arrivée de Macron au pouvoir, tous les ministres d'origine maghrébine sont pratiquement d'origine marocaine. Il faut reconnaître que les Algériens de France, alors qu'ils sont numériquement les plus présents, les plus importants, financièrement aussi, un chiffre qui a été donné, même on parle d'échanges de flux financiers entre les deux pays de 50 milliards d'euros par an, le poids des relations importantes entre l'Algérie et la France. S'il y a 10 millions de Maghrébins, il y a beaucoup plus d'Algériens, parce qu'il faut savoir qu'un Français sur 6 pratiquement a une relation avec l'Algérie. Parce que quand on parle du Maghreb, on ne peut pas exclure les pieds noirs, on ne peut pas exclure les harkis, on ne peut pas exclure tout le monde. Toutes les personnes qui sont passées par le Maghreb. C'est ça le problème quand on dit communauté maghrébine, elle est beaucoup plus large que ce que l'on pense. Malheureusement, les Algériens de France, en dépit de tous les atouts qu'ils ont, ils jouent pratiquement, à mon avis, un rôle très mineur. Et c'est dommage. Dommage, pour ces Algériens qui vivent ici et qui n'exploitent pas tous leurs atouts, notamment économiques. On voit que les médecins algériens, la France ne peut pas se passer des médecins algériens, les entrepreneurs franco-algériens sont très présents, mais ils n'arrivent pas à se constituer en force de proposition pour peser réellement sur la vie politique française. Et deux, aussi très grosse désillusion, c'est pour leur pays natal, l'Algérie. Contrairement au Maroc, il faut reconnaître que le Marocain marocain a une politique de la diaspora dont je suis jaloux. Il faut dire la vérité. La diaspora marocaine, elle est valorisée par l'État marocain. Il y a des ouvertures, tu as des banques marocaines, tu as des ministres qui se déplacent. Il faut voir les ambassadeurs du Maroc, comment ils sont. C'est aux petits soins avec leur diaspora. Par contre, nous, la diaspora algérienne, l'Algérie finance la Grande Mosquée de Paris, quelques associations. 2 millions par an. Voilà. Oui, il y a déjà un scandale. Alors, on devrait en parler bientôt dans l'une de nos émissions. On va voir le lycée algérien de Paris, il y a aussi un scandale de mauvaise gestion. C'est-à-dire quelques associations fantomatiques. Le centre culturel. Voilà, le centre culturel algérien de Paris. C'est-à-dire qu'on a une des plus mauvaises politiques de lobbying du monde. Du monde. Même Fidel Castro, alors qu'il se battait contre les États-Unis, même les Cubains des États-Unis ont aidé davantage Cuba que les Algériens de France. Et c'est vraiment dommage. Et il est temps que ça change d'ailleurs. Dans ce mouvement révolutionnaire qui est en train de faire changer les choses en Algérie, il faut absolument qu'il y ait des nouveaux paramètres, une nouvelle gouvernance par rapport à la diaspora algérienne. J'espère que ce sera fait dans les plus brefs délais, parce qu'on perd de l'argent, du lobbying, de la puissance et des armes diplomatiques. Très bien. محمد مغراوي دائما في نفس السياق نتحدث عن الأوروبيين ذو الأصول المغاربية، يعني ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبوه في هذه الانتخابات الأوروبية؟ هو في هذه الظروف السياسية وظروف تصاعد وصعود اليمين الأوروبي في جميع تقريبا الدول الأوروبية، فقط ربما في هولندا كانت فيه مفاجأة أنه حزب العمال تحمل العمال هم اللي خذوا حصة الأسد في هذه الانتخابات، وهذه ظاهرة ربما تدرس لماذا في هولندا. هل هولندا صارت عندها ثقافة أكثر متفتحة على الآخر من الأوروبيين الآخرين؟ ربما يعني تستحق دراسة يعني في هولندا، لكن ما دون ذلك فتوصلوا حتى في المجر مثلا توصلوا يعني يجوعوا المهاجرين فيه. مثلا جماعة حاطينهم اعتقد سوريين وشي حاطينهم في مكان في انتظار ترحيلهم 27 28 مهاجر تم تجويعهم، هذا بشهاده الحقوقيين الاوروبيين، بشهاده البرلمان الاوروبي في حد ذاته، بشهاده يعني الناشطين، وبالتالي ففي خطوره في اوروبا. وبالتالي المغاربيون الان اللي هم يشكلوا تقريبا اغلبيه في الجاليات، حتى من بين الاغلبيات في الجاليات في اوروبا، خاصه في فرنسا وخاصه الجزائريين. للاسف كما كان يقول عبدو انه المغاربه الى حد ما منظمين، والتنظيم هذا لا ياتي من تلقاء، لانه الانسان المهاجر ديما عنده اهتمامات وماهوش مستقر.
لو ما يكونش عنده سند من جهه رسميه معينه يعني خاصه الوطنيه او الام، ما يكونش عنده فعاليه كبيره في المجتمع. محمد اللي خذا الجنسيه الفرنسيه ما عادش محتاج لسند تاع بلاد. لا اللي جايك لا ما نهضروش. لانه هنايا نتكلموا على موقع المغاربه نعم داخل السياسه الاوروبيه. لكن واحد مهاجر كيما انا ما عندي حتى دور نلعبوا فيه. لكن الثقافه المغرب في ديو لوبينغ داخل الاتحاد الاوروبي يسبونسوريزي لي كونديدا يعاونهم. احنا الجزائر والكونترير انا نكسروا في البلاد يعني انا يظهر لي مثلا الدياسبورا يدير القانون باش يكسرهم. موجودين مثلا جاليات صينيه عنده الجنسيه الصينيه وعنده الجنسيه الفرنسيه، ولكن يشتغل هنا من بين اللوبي. موجودين مثلا اليهود مثلا اليهود ما تلقاش الصيني والفرنسي باسكو الصين ما في فرنسي تلقى في امريكا مثلا. في امريكا نهضروا في المجتمع العالمي تلقى مثلا اليهود مثلا تلقى عنده الجنسيه الاسرائيليه، وتلقى اسرائيل الدعم اللوبي تاعها في امريكا، الدعم اللوبي هنا مثلا في بعد ما كان على بوصبيبيط. لا معليش لماذا لا كيفيه الحاليه الجاليه؟ نعم لماذا لا نحن هنا؟ لان ما كانش دعم، ما كانش مشروع. يعني حتى في الحقيقه مثلا اذا كان في مشروع جزائري فرنسي ان نجعل من هذه الجاليه جسر مش ديماغوجي تاع مثلا نحبك وتحبني والكلام هذا اللي ما عنده فيه حتى لا، جسر اقتصادي. راهي ملايير موجوده هنايا والجزائر محتاج. لماذا لا ياتي الجزائري الفرنسي يستثمر في فرنسا؟ لماذا لا ياتي كما يعني الملايين هذو يعني يلقاو دعم معين، وبالتالي يكون عنده تاثير حتى في القوانين الاوروبيه عن طريق المجالس، حتى في طريقه تسيير البلديات، تسيير الولايات، تسيير السياسه العامه لفرنسا، باش يشكلوا جسر. يعني كان كثير من القضايا اللي ما زالت معلقه بين فرنسا وبين الجزائر، وبالتالي يكونوا عندهم دور باش يلعبوا في هذه القضيه. لكن ما تكونش عندك قوه ماليه وقوه تاع يعني تاع لوبينغ وما تقدر تعمل والو. وهذه لابد لها من قوه من وراك. يعني احنا ما نقولوش قوه ماليه والله يتدخل فيك على اساس انك مواطن تخدم مصالح الجزائر على حساب مصالح الفرنسيه. لا، في فرنسا في امس الحاجه الى هؤلاء، واوروبا في امس الحاجه الى هؤلاء المغاربه اللي موجودين، المغاربيين والمغاربه فرنسيين. واحد ياخذ الجنسيه يعود فرنسي. سنواصل الحديث. لكن يروحوا للجزائر وعندهم مشاريع في الجزائر وعندهم سكن في الحوار سنواصل طبعا في ايضا سنواصل الجنسيه. الحوار. Monsieur Christian Persson, merci pour une deuxième fois d'avoir accepté notre invitation ici sur Amel TV. مشاهدينا الافاضل ابقوا معنا، فاصل ونواصل.